Un coffre-fort verrouillé des millions d'euros potentiellement disparus, et Parker Schnabel, le Golden Boy de l'extraction moderne de l'or, au centre d'un silence si lourd qu'il menaçait d'écraser tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. Ce qui a été découvert ce jour-là n'était pas seulement précieux, c'était volatile. Le genre de découverte qui ne se contente pas de soulever des questions, mais qui réécrit les loyautés, brise la confiance et force les gens à affronter la possibilité que l'histoire à laquelle ils croyaient n'a jamais été la vérité totale. L'équipe était déjà éveillée depuis près de 16 heures lorsque cela s'est produit. La mine d'Indian River était en train de passer une autre journée épuisante, le genre de journée où les corps bougent par instinct et où les esprits se brouillent à cause de la répétition et du froid. Les chiffres de production étaient en retard. Les esprits étaient tendus. Tout le monde fonctionnait à plein régime, poussant jusqu'au bout parce que c'est ce que l'exploitation minière exige. C'est alors qu'est apparu quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Dans le conteneur de stockage personnel de Parker Schnabel, caché derrière un faux panneau intérieur, se trouvait un coffre-fort en acier. Pas n'importe quel coffre-fort. Il s'agissait d'un coffre-fort de qualité commerciale robuste du type de ceux que l'on s'attend à voir boulonnés dans le plancher d'une chambre forte de banque ou d'une bijouterie haut de gamme. Il était verrouillé sans marque et sans aucun doute conçu pour ne pas être vu. C'est Mitch Blaschke qui l'a trouvé. Le mécanicien chevronné avait fouillé dans le conteneur à la recherche de raccords hydrauliques de rechange déjà irrités par un nouveau retard. Lorsque sa clé a glissé et heurté le mur, le son l'a arrêté net. Ce n'était pas le bruit sourd de l'acier solide, c'était creux, faux. Il a frappé à nouveau plus fort cette fois, et l'écho a confirmé ce que son instinct savait déjà. Quelques minutes plus tard, 3 autres membres de l'équipage se tenaient côte à côte à l'intérieur du conteneur, fixant le bord exposé du coffre-fort comme s'il risquait d'exploser si quelqu'un respirait trop près. Personne ne l'a touché, personne n'a ri, et étrangement, personne n'a appelé Parker tout de suite. Au lieu de cela, quelque chose de plus dangereux s'est produit. Ils ont discuté. Les spéculations se sont répandues dans le camp plus rapidement que n'importe quelle annonce officielle. Le coffre-fort lui-même a soulevé des questions immédiates. Sa taille et son poids signifient qu'il n'a pas pu être installé à la légère. Déplacer un tel objet aurait nécessité de l'organisation du matériel et du temps. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est apparu sans que personne ne s'en aperçoive. Rien que cela est troublant. La serrure était électronique, moderne, sophistiquée. Pas quelque chose d'installé il y a des années et oublié. C'était récent, intentionnel, conçu pour protéger ce qui se trouvait à l'intérieur des regards indiscrets. Et c'est à ce moment-là que les théories ont commencé à s'emballer. S'agit-il d'or non déclaré, d'argent prélevé sur la production, de documents liés à des revendications dont personne d'autre n'avait connaissance, de contrats, de problèmes juridiques, de quelque chose de plus grave? Chaque question sans réponse en alimente une autre plus sombre. L'épuisement a fait disparaître toute retenue et la suspicion a comblé le vide. Les gens ont commencé à se souvenir de choses. Des moments qui n'avaient pas eu de sens à l'époque, mais qui refusaient maintenant de rester enfouis. Les manques d'argent inexpliqués des saisons précédentes. Le comportement de plus en plus erratique de Parker. Les appels téléphoniques nocturnes qui s'arrêtaient brusquement lorsque quelqu'un entrait dans la pièce. Les portes du bureau qui étaient soudainement toujours fermées à clé. Les voyages soudains en ville, sans explication, sans document, sans témoin. Le coffre-fort est devenu un miroir reflétant chaque frustration, chaque heure supplémentaire non payée, chaque fois que Parker a balayé une préoccupation ou mis fin à une conversation. Ce n'était plus seulement un objet, c'était un symbole. L'incarnation physique d'un secret qui s'était développé discrètement pendant des années. Travail arrêté. Les machines tournaient au ralenti. Le tonnerre incessant de l'usine de lavage s'estompait dans un silence artificiel. Même le contremaître, un homme qui mesurait habituellement la vie en onces par heure, ne disait à personne de se remettre au travail. Personne n'avait besoin de le dire à voix haute. Ce qui se passait ici était plus important que l'or. Lorsque Parker a finalement été retrouvé à l'usine de lavage et qu'on lui a dit de venir à son conteneur, les dommages étaient déjà irréversibles. La confiance, le lien invisible qui maintient les équipes en vie pendant les nuits gelées et sur les terrains dangereux, s'était fissuré. Parker est arrivé pour trouver la moitié de son équipe qui l'attendait. Pas de cris, pas d'accusations, juste des visages durcis par la déception et quelque chose de plus proche de la trahison. Il a regardé le coffre-fort. Puis, il les a regardés.
Et pendant une brève seconde sans surveillance, quelque chose a traversé son visage. Reconnaissance. Pas de la culpabilité pure et simple, ni de la panique, mais la réalisation que le moment qu'il avait passé des années à essayer d'éviter était arrivé de toute façon. Il savait exactement à quoi cela ressemblait. Il savait ce qu'il pensait. Et pire que tout, il savait qu'il n'avait pas tort de le penser. Le silence s'étire épais et suffocant. La mâchoire de Parker se resserra, cette expression familière qui l'avait guidé à travers les excavatrices brisées, les coupes inondées et les batailles sans fin avec le Yukon lui-même. Mais c'était différent. On peut combattre le sol gelé. On peut reconstruire des machines. On peut même survivre à des pertes financières. Mais il ne s'agissait pas de machines ou de géologie. Il s'agissait d'une question de confiance. La seule monnaie plus précieuse que l'or dans un endroit où les hommes comptent les uns sur les autres pour survivre. Et à ce moment-là, Parker Schnabel, le plus jeune patron de mine de l'histoire du Klondike, semblait douloureusement seul. Son ascension a toujours semblé inarrêtable, presque irréelle. À 16 ans, il a repris la concession de son grand-père. Au milieu de la vingtaine, il tirait des millions d'un terrain qui rendait humble des hommes 2 fois plus âgés que lui. Les caméras l'adoraient. Les téléspectateurs voyaient la discipline, l'intelligence, la volonté inébranlable. Mais le succès à cette vitesse laisse des dégâts derrière lui. Et Parker s'est déplacé trop vite pendant trop longtemps pour les voir. Pendant 3 saisons consécutives, la pression s'est accrue. Les coûts d'équipement ont grimpé en flèche, les conflits sociaux ont sapé le moral des troupes. Le sol est devenu plus dur, produisant moins d'or, malgré un plus grand nombre d'heures de travail et des machines plus lourdes. Parker a réagi de la seule manière qu'il connaissait, en travaillant plus dur, en dormant moins et en enfermant ses soucis dans un endroit où personne d'autre ne pouvait les voir. Le coffre-fort n'était pas le début mais le résultat. Ceux qui ont travaillé le plus longtemps avec Parker peuvent retracer ce changement. Au début, il était transparent à l'extrême. Les problèmes étaient partagés. Les réunions budgétaires ressemblaient à des séances de stratégie de groupe et non à des interrogatoires. L'équipe se sentait comme des partenaires et non comme des subalternes. Mais à mesure que les enjeux augmentaient et que les marges se resserraient, les portes ont commencé à se fermer. L'information s'est cloisonnée. Les décisions ont cessé d'être discutées pour être annoncées. Les questions n'étaient plus les bienvenues. Elles étaient perçues comme des défis. Les membres de l'équipage comparent tranquillement leurs notes. Ils reconstituent la chronologie. Et soudain, le passé s'impose avec une clarté terrifiante. Il y a eu la saison où Parker a insisté pour s'occuper lui-même de toutes les ventes d'or. Pas de contremaître, pas de témoin, juste lui et l'acheteur. Il y a eu les réunions avec les avocats qui se sont prolongées pendant des heures derrière des portes closes, considérées comme de la paperasserie de routine. Il y a eu les dépôts et les retraits qui ne correspondaient jamais tout à fait aux chiffres officiels de la production considérés comme des dépenses d'équipement ou des frais de réclamation. Puis sont apparues des incohérences plus profondes du matériel arrivant sur le site sans facture claire des livraisons de carburant, ne correspondant pas à la consommation des chiffres, suggérant soit un vol, soit quelque chose de plus délibéré. Debout fixant le coffre verrouillé, l'équipage a compris la vérité qu'il avait évitée. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas seulement le secret de Parker. Il s'agissait d'une prise de conscience qui n'attendait que cela. Des demandes d'indemnisation ont été déposées pour des dommages matériels, dont les membres de l'équipage ont juré qu'ils ne s'étaient jamais produits, du moins pas dans la mesure décrite dans les rapports officiels. Chaque anomalie était suffisamment mineure pour être écartée individuellement. Pourtant, collectivement, elles ont dressé le portrait d'une personne opérant avec 2 livres de comptes, l'un destiné à la consommation publique et l'autre racontant une histoire très différente. Carla Ann Charlton, l'ancienne petite amie de Parker et toujours présente dans ses activités, avait vu les fissures se former bien avant tout le monde. Elle avait vu Parker passer d'un jeune mineur motivé à quelque chose de plus compliqué et de plus isolé, quelqu'un qui traitait la confiance comme un handicap plutôt que comme un atout. Leur relation avait pris fin en partie parce que Parker avait tout simplement cessé de la laisser participer, de partager le fardeau des décisions qui l'affectaient, lui, mais aussi tous ceux qui dépendaient de son leadership. Le coffre-fort, pensa-t-elle lorsqu'elle en entendit parler, était parfaitement Parker solide, impénétrable et, en fin de compte, autodestructeur. La communauté minière de Dawson City se nourrit de ragots, et à la tombée de la nuit, les spéculations sur le coffre-fort de Parker avaient atteint tous les bars et les dortoirs dans un rayon de 50 miles.
Certains disaient qu'il contenait la preuve d'un détournement de concession que Parker avait secrètement exploité un terrain qu'il ne possédait pas. D'autres ont parlé d'écrémage de l'or, le péché séculaire qui consiste à sous-déclarer la production pour éviter les taxes et les redevances. Les théories les plus sombres suggéraient quelque chose d'encore plus grave, à savoir que Parker avait caché des violations des règles de sécurité ou dissimulé des accidents qui auraient dû être signalés aux autorités. Chaque théorie était plus dommageable que la précédente, et le silence continu de Parker n'a fait qu'alimenter les flammes. La situation était particulièrement instable en raison du moment choisi. La saison était à un stade critique, il restait à peine 6 semaines avant que le gel n'entraîne l'arrêt complet des opérations. Chaque jour de drame était un jour de production perdue d'or, laissé dans le sol d'hémorragie d'argent pour une exploitation déjà mise à rude épreuve. Parker avait besoin que son équipe soit concentrée et fonctionnelle. Mais au lieu de cela, elle était fracturée et méfiante, travaillant à vitesse réduite, en attendant des réponses que Parker ne semblait pas vouloir ou pouvoir fournir. Le coffre-fort était devenu un coin, faisant éclater la coalition même dont dépendait le succès de Parker. Racines fracturées. L'ombre de John Schnabel a toujours plané sur l'exploitation de Parker, même après la mort du légendaire mineur 2016, Le patriarche avait bâti l'héritage minier familial à partir de rien, apprenant à son petit-fils non seulement à remuer la terre et à trouver de l'or, mais aussi à mener des hommes dans des conditions impossibles avec intégrité et courage. La philosophie de John était absolue et directe, l'honnêteté avant tout, car dans le monde impitoyable de l'exploitation des placés, votre parole était la seule monnaie qui comptait vraiment. Les accords étaient scellés par des poignées de main. Les réputations traversaient les vallées plus vite que les signaux radio, et une promesse non tenue pouvait suivre un homme pour le reste de sa vie. Le coffre-fort représentait tout ce contre quoi John Schnabel avait mis en garde, et Parker le savait avec une certitude tranquille et écœurante qui pesait lourd dans sa poitrine. La relation entre le grand-père et le petit-fils avait été complexe, faite d'amour, d'attente et du poids étouffant de l'héritage. John avait vu quelque chose de spécial chez le jeune Parker, une impitoyabilité tempérée par l'équité qui rappelait à l'ancien mineur sa propre jeunesse. Mais il avait aussi observé avec une inquiétude croissante que Parker se développait trop rapidement, s'endettait trop et commençait à prendre des décisions qui privilégiaient les gains à court terme par rapport à la durabilité à long terme. Il s'était disputé à ce sujet ces dernières années, avant la mort de John, des discussions calmes et intenses, loin des équipes et des caméras, des discussions sur les valeurs, sur la patience, sur la question de savoir si l'ambition commençait à l'emporter sur la sagesse. Aucun des deux hommes n'a jamais totalement cédé, et lorsque John est décédé, ces conversations non résolues sont devenues des fantômes que Parker n'a jamais pu faire taire. Le père de Parker, Roger, avait suivi une voie totalement différente, choisissant la stabilité relative du travail dans le bâtiment plutôt que le chaos des mines d'or. Cette décision a toujours créé une tension subtile au sein de la famille, une question tacite sur qui avait fait le choix le plus judicieux. Roger avait tenté de combler le fossé entre les valeurs traditionnelles de son père et la modernisation agressive de son fils. Pourtant, il s'est retrouvé de plus en plus souvent mis à l'écart au fur et à mesure que l'opération de Parker dépassait l'échelle de l'implication familiale. Le succès était arrivé rapidement, et avec lui, une distance que personne n'admettait ouvertement. La découverte du coffre-fort a fait remonter à la surface toutes ces vieilles tensions rouvrant des blessures qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Lorsque Roger a entendu parler du coffre-fort verrouillé, son premier réflexe n'a pas été la colère, mais la peur. La peur que son fils ait hérité, non seulement de la détermination de John, mais aussi du dangereux trait Schnoble, qui consiste à porter seul des fardeaux jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. Il l'avait vu détruire les mariages, les partenariats et la santé des générations précédentes des hommes qui refusaient l'aide des hommes qui prenaient le silence pour de la force. Il s'était promis de briser le cycle avec Parker, mais le travail, la distance et la farouche indépendance de son fils avaient rendu cette promesse vaine. Maintenant, debout dans l'épave de confiance que représentait le coffre-fort, Roger sentait tout le poids de son échec en tant que père, à intervenir plus tôt, à poser des questions plus complexes, à être présent quand la présence comptait le plus. Payson, le jeune frère de Parker, occupe une position délicate dans ce drame.
Il avait rejoint l'équipe de Parker en espérant faire ses preuves, gagner sa place dans l'héritage familial par la sueur et la compétence plutôt que par le népotisme. Il voulait du respect, pas de la protection, mais la découverte du coffre-fort a tout entaché, soulevant la question de savoir si l'on pouvait faire confiance à l'ensemble des Schnoble ou si la corruption était plus profonde que les seuls choix personnels de Parker. Payson s'est retrouvé à défendre son frère devant les membres sceptiques de l'équipe tout en se sentant trahi par le comportement de Parker. Pris entre la loyauté familiale et le doute légitime, chaque conversation lui apparaissait comme un test qu'il était destiné à échouer. L'équipe de production télévisée, qui avait documenté l'ascension de Parker, documentait maintenant sa chute potentielle avec le même enthousiasme. Les caméras qui avaient autrefois filmé des poids d'or triomphants et des percées émotionnelles s'attardaient maintenant sur des silences tendus, des mâchoires serrées et des yeux détournés. Les producteurs ont senti le sang couler, sachant que les conflits et les scandales font monter l'audimat aussi efficacement que les histoires à succès. Ils ont fait pression pour avoir accès à l'ouverture sécurisée, pour obtenir des interviews avec des membres de l'équipe mécontents, pour des moments de confession qui pourraient être montés en quelque chose de plus sombre et de plus volatile. Parker, qui avait construit sa personnalité publique grâce à une exposition télévisée soigneusement gérée, se retrouvait maintenant piégé par le média même qui l'avait rendu célèbre, observant les fractures privées au sein de sa famille qui menaçaient de devenir des cicatrices publiques permanentes. Le contenu révélé. Le coffre-fort a été ouvert un mardi matin gris en présence de la moitié de l'équipe et les caméras ont tourné malgré les objections de Parker qui a finalement accepté de le dévoiler publiquement, non pas par transparence mais par calcul pragmatique. Les spéculations étaient devenues plus dommageables que n'importe quelle vérité, du moins l'espérait-il. Un serrurier professionnel travailla pendant 47 minutes, ses outils grattant et cliquetant contre le mécanisme tandis que 20 paires d'yeux observaient dans un silence étouffant. Lorsque la porte s'ouvrit, enfin, la révélation fut à la fois plus et moins dramatique que tout ce que l'on avait pu imaginer. À l'intérieur, dans des compartiments méticuleusement organisés et étiquetés, se trouvaient environ 2 millions de dollars en pépites et pièces d'or, une réserve privée que Parker avait constituée pendant des années, sans l'inscrire dans aucun registre officiel. L'or lui-même n'était ni volé ni illégal, mais son existence en dehors des circuits comptables normaux soulevait immédiatement de graves questions. S'agissait-il d'une production écrémée de découvertes non déclarées d'une police d'assurance personnelle, constituée à partir de bénéfices qui auraient dû être réinvestis dans l'équipement et les primes d'équipage? La frontière entre l'épargne prudente et la fraude financière semblait soudain terrifiante. Mais l'or, aussi substantiel soit-il, n'était qu'un début. Sous le métal précieux se trouvaient des dossiers contenant des documents qui dépeignaient des manœuvres financières bien plus complexes qu'une simple thésaurisation. Il y avait des contrats pour des concessions que Parker avait discrètement achetées en utilisant des sociétés écrans, étendant ainsi son territoire au-delà de ce que tout le monde savait qu'il contrôlait. Il y avait des accords avec des fournisseurs d'équipements qui impliquaient des pots de vin et des paiements sous la table des transactions sur le marché gris qui n'étaient pas techniquement illégales, mais qui n'étaient certainement pas les pratiques commerciales transparentes de John Schnabel. Il y avait des polices d'assurance sur les membres de l'équipe qui désignaient Parker comme bénéficiaire, une pratique courante dans les industries, à haut risque mais profondément troublante lorsqu'elle est découverte à l'insu des assurés. Le plus explosif de tout était un épais dossier marqué de simples initiales des lettres que plusieurs membres de longue date de l'équipe ont immédiatement reconnu comme appartenant à Dean Martins, un mineur qui avait travaillé sur les concessions de Parker 5 saisons auparavant, avant de partir brusquement dans des circonstances obscures. À l'intérieur se trouvaient des documents de règlement des accords de non-divulgation et des traces écrites suggérant que le départ de Dean n'était pas volontaire, mais plutôt le résultat d'un accident de travail que Parker l'avait discrètement payé pour qu'il oublie. L'accident, une panne d'équipement qui avait failli coûter sa jambe à Dean, avait été signalé comme une usure mineure plutôt que comme la grave violation de la sécurité qu'il représentait en réalité. Parker avait acheté le silence à prix d'or protégeant sa réputation et sa licence d'exploitation minière au prix de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes. La réaction de l'équipage est passée par des étapes telles que le chagrin, le choc, le déni, la colère et enfin une fureur froide qui était en quelque sorte pire qu'une rage explosive.
Il s'agissait d'hommes qui avaient travaillé 10 heures par jour par des températures de -40, qui avaient fait confiance à Parker pour leur sécurité et leur gagne-pain, qu'il avait défendu contre les critiques et les sceptiques. Le contenu des coffres n'a pas seulement révélé des irrégularités financières, il a montré une incompréhension fondamentale de la relation que Parker entretenait avec les personnes qui ont rendu son succès possible. Il les a traités comme des employés et des obstacles à gérer, plutôt que comme des partenaires investis dans une entreprise commune. Cette trahison a été plus profonde que n'importe quelle quantité d'or caché ne pourrait justifier. Mitch Blaschke, le mécanicien qui a découvert le coffre-fort, est resté silencieux pendant un long moment après que le serrurier a terminé. Puis, il a simplement enlevé ses gants de travail, les a posés délibérément sur une boîte à outils voisine et est parti sans un mot. C'était un geste de résignation plus définitif que n'aurait pu l'être n'importe quelle dispute, et dans les heures qui ont suivi 3 autres membres vétérans de l'équipe lui ont emboîté le pas. L'opération de Parker, qui avait survécu à des catastrophes matérielles, à un sol qui refusait de céder et à des conditions météorologiques qui avaient tenté de les tuer, tous étaient en train de se fracturer, non pas à cause de la pression extérieure, mais à cause d'une pourriture interne que le coffre-fort avait finalement exposée à la lumière du jour. La réaction de Parker était plus complexe à lire. Il se tenait les bras croisés, regardant les membres de l'équipage examiner les documents avec des expressions allant du dégoût à une sinistre justification. Une partie de lui voulait clairement se justifier, expliquer le contexte et la pression qui avait conduit à chaque décision cachée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore des leçons de son grand-père sur l'intégrité, semblait reconnaître que les explications ne feraient qu'empirer les choses. Le coffre-fort avait été son choix, les secrets avaient été son choix, et maintenant les conséquences devraient être son fardeau aussi lourdes soient-elles. Conséquences et confrontations. Les implications juridiques se matérialisent à une vitesse effrayante. À la fin de la semaine, Parker a reçu la notification d'une enquête de la Commission de la sécurité minière sur l'incident de Dean Martins, déclenché par quelqu'un, probablement Dean lui-même, qui a acquis une conscience ou qui a simplement décidé que le règlement initial n'était pas suffisant. La Commission a le pouvoir de suspendre la licence minière de Parker en attendant l'enquête, ce qui mettrait fin à sa saison et lui coûterait des millions de dollars en temps de production perdu. Les avocats se sont abattus sur Dawson City comme des corbeaux sur une charogne. Certains représentant Parker, d'autres les membres de l'équipe qui voyaient maintenant des signes de dollars dans les révélations du coffre-fort. Rick Ness, l'ancien contremaître de Parker, parti diriger sa propre entreprise, a assisté à l'implosion avec des sentiments mitigés. Lui et Parker s'étaient quittés en des termes difficiles, Rick se sentant sous-estimé et Parker se sentant trahi par le départ de quelqu'un qu'il avait formé et à qui il avait fait confiance. Le scandale des coffres-forts a confirmé certaines des critiques de Rick, à savoir que Parker était devenu trop secret, trop enclin à rogner sur les coûts, trop axé sur l'expansion au détriment de la durabilité. Mais Rick s'est également souvenu du jeune Parker le gamin qui avait travaillé plus dur que quiconque et qui se souciait sincèrement du bien-être de son équipage. La tragédie n'était pas que Parker était devenu corrompu, mais que le succès et la pression avaient lentement transformé ses bonnes intentions en quelque chose de méconnaissable. Tony Beats, le légendaire mineur néerlandais, qui avait été à la fois le rival et le mentor de Parker, offrait une perspective plus pragmatique. Selon Tony, tous les mineurs qui réussissent gardent des secrets, maintiennent des réserves et contournent parfois les règles écrites par des bureaucrates qui n'ont jamais travaillé un jour dans une mine réelle. Le problème n'était pas que Parker avait un coffre-fort rempli d'or et de documents. Le problème, c'est qu'il s'est fait prendre. La relation entre Tony et Parker a toujours été compétitive, mais il y voit maintenant une opportunité. L'opération de Parker étant en plein chaos, des membres d'équipage expérimentés sont soudain disponibles et les concessions que Parker pourrait être contraint d'abandonner sont susceptibles d'être acquises. Les affaires, rappelait Tony à qui voulait l'entendre, ne s'arrêtent pas pour un drame personnel. La chaîne de télévision était confrontée à sa propre crise. Parker Schnabel avait été leur enfant chéri, le jeune protagoniste dont l'histoire à succès avait ancré plusieurs saisons de programmes et d'émissions dérivées. Maintenant que le protagoniste était devenu compliqué, moralement ambigu, et qu'il ne cadrait pas parfaitement avec le récit du héros contre la nature, qu'ils avaient construit des réunions d'urgence, ont été organisées avec les producteurs, les avocats et les cadres de la chaîne
pour déterminer si le scandale de Parker ferait grimper l'audimat grâce à la controverse ou saperait la confiance du public dans l'authenticité de la série. La décision était purement financière, continuer à filmer tout capturé et laisser le public décider si Parker méritait d'être racheté ou annulé. La confrontation entre les membres de l'équipage a eu lieu le 9e jour après l'ouverture du coffre dans la tente des cuisiniers où tant de drames antérieurs ont été résolus par un mauvais café et l'épuisement. Parker avait demandé la réunion dans l'espoir d'aborder directement les griefs et de sauver ce qui restait de la saison. Mais ce qu'il avait envisagé comme une chance d'expliquer s'est transformé en tribunal, les membres de l'équipage articulant tour à tour les trahisons à la fois financières et personnelles. Les heures supplémentaires, non payées, les raccourcis en matière de sécurité sur lesquels Parker avait insisté pour gagner du temps, les promesses de primes qui ne se sont jamais concrétisées, alors que Parker accumulait apparemment des millions. Chaque accusation était documentée, détaillée et dévastatrice. La défense de Parker, lorsqu'il l'a finalement présentée, n'était ni un déni complet, ni un aveu complet, mais quelque chose de plus obscur et de plus humain. Oui, il a gardé secrète la réserve d'or parce que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre après avoir été grillé par des partenaires et des fournisseurs qui avaient exploité sa jeunesse et sa relative inexpérience. Oui, il a dissimulé l'accident de Martins parce qu'une enquête approfondie aurait entraîné l'arrêt des opérations et coûté des emplois à tout le monde, et pas seulement à lui. Oui, il a pris des décisions sans consultation, parce que diriger signifie parfois faire des choix impopulaires dont personne d'autre ne veut assumer la responsabilité. Il ne s'agissait pas tout à fait d'excuses ou de justifications, ce qui rendait la déclaration plus honnête qu'elle ne l'aurait été en soi. Mais l'honnêteté sans conséquence n'est qu'un aveu, et l'équipage exigeait davantage. Certains voulaient une restitution financière, une part de cet or caché, pour compenser les salaires et les primes dont ils estimaient avoir été spoliés. D'autres voulaient des changements structurels, la transparence de la comptabilité et le contrôle des décisions de Parker. Quelques-uns voulaient simplement partir, leur confiance étant trop brisée pour être réparée par de l'or ou des promesses. Parker a accepté certaines demandes et en a résisté d'autres. Les négociations ont duré toute la nuit comme un accord de divorce divisant les actifs et les responsabilités et essayant de chiffrer le coût de la foi trahie. La suite. La mine a continué à fonctionner mais à peine. Parker a réussi à conserver juste assez d'employés pour que les fonctions essentielles continuent à fonctionner, bien qu'avec une capacité considérablement réduite. Avec la conscience constante que de nouvelles révélations pourraient déclencher un effondrement complet, la réserve d'or du coffre-fort a été divisée. Une partie a été consacrée à des arriérés d'impôts et de taxes que la comptabilité créative de Parker avait reportés. Une partie a été affectée au règlement de l'équipage. L'autre est restée chez Parker comme un coussin de sécurité en cas de poursuite judiciaire. Les 2 millions avaient semblé être une fortune lorsque le coffre a été ouvert. Après les avocats, les règlements et les obligations, il ressemblait davantage à un rappel des coûts qui n'avaient pas encore été entièrement comptabilisés. L'enquête de la commission de la sécurité minière s'est déroulée avec une minutie bureaucratique interrogeant des membres de l'équipage anciens et actuels, examinant les registres de maintenance et reconstituant l'accident des Martins avec une précision médico-légale. Parker a pleinement coopéré, ayant appris que la résistance ne fait qu'aggraver les soupçons et prolonger les souffrances. Dean Martins lui-même a fait un témoignage étonnamment mesuré, reconnaissant que Parker avait payé pour ses soins médicaux et sa thérapie continue, mais se demandant si la compensation financière était un substitut adéquat à la transparence qui aurait pu prévenir d'autres accidents. Les conclusions de la commission, lorsqu'elles ont finalement été rendues, étaient à la fois accablantes et étrangement modérées, des violations graves justifiant des amendes et une surveillance accrue, mais pas assez pour justifier le retrait total de la licence de Parker. Le travail de réparation de la famille s'est avéré plus difficile que n'importe quel règlement juridique. Roger Schnabel avait essayé de servir de médiateur entre son fils et l'équipage, entre la responsabilité et le pardon, mais il se demandait s'il connaissait vraiment Parker. Leur conversation tournait sans cesse autour des mêmes questions. Quand le secret avait-il commencé? Pourquoi Parker ne se sentait-il pas en sécurité lorsqu'il parlait de ses problèmes à sa famille? Qu'est-ce que Roger avait manqué qui aurait pu empêcher toute cette catastrophe? Le père et le fils étaient trop semblables dans leur tendance à intérioriser les problèmes.
ce qui signifiait que ni l'un ni l'autre ne pouvaient combler le fossé de la vulnérabilité émotionnelle nécessaire à la réconciliation. Ils ont travaillé l'un avec l'autre, ce qui n'est pas rien, mais le partenariat facile qu'ils avaient de partager est resté frustrant. L'image publique de Parker a été réévaluée par les fans qui avaient suivi son parcours d'adolescent arriviste à mania de l'exploitation minière. Certains téléspectateurs se sont sentis trahis leur investissement parasocial dans le succès de Parker, semblant maintenant naïf à la lumière des révélations sur le coffre-fort. D'autres ont plaidé en faveur du contexte et de la complexité, soulignant que la télé-réalité avait toujours été un récit monté plutôt que la vérité objective et que les erreurs de Parker n'effaçaient pas ses véritables réussites et son éthique de travail. Le débat s'est déroulé sur les plateformes de médias sociaux et les forums de fans Parker lui-même, restant ostensiblement silencieux sur tous les canaux. Il avait appris peut-être trop tard que certaines conversations ne peuvent pas être gagnées et que les relations publiques ne peuvent pas guérir certaines plaies. La saison s'est achevée sur les pires chiffres de production de la carrière de Parker. De multiples facteurs y ont contribué: la réduction de la taille de l'équipe, les journées perdues en raison des confrontations et des enquêtes, le poids psychologique d'un travail soumis à un contrôle et à une méfiance constante. Mais il y avait aussi quelque chose de plus subtil en jeu. Le sentiment que la volonté pure qui avait toujours caractérisé les opérations de Parker avait été compromise par le doute. Il remettait maintenant en question ses propres décisions comme il ne l'avait jamais fait auparavant, se remettant en cause dans les moments critiques où l'instinct et la confiance étaient nécessaires. Le coffre-fort n'avait pas seulement révélé des secrets, il avait aussi montré la fragilité de l'image que Parker s'était forgée de lui-même, celle du jeune patron invincible, capable de tout affronter seul. Pourtant, Parker est resté ce qui a compté. Il aurait pu s'en aller vendre les concessions, encaisser l'or restant et disparaître dans l'anonymat que la richesse permet d'acquérir. Le fait qu'il ait choisi de rester et d'affronter les conséquences suggère soit une fierté tenace, soit un véritable désir de rédemption, et probablement un mélange des deux. L'hiver du Yukon s'est abattu avec sa force implacable habituelle, gelant le sol et mettant fin à toutes les opérations minières jusqu'au printemps. Parker a mis à profit ce temps d'arrêt pour reconstruire non seulement l'équipement mais aussi les relations, en tendant la main aux membres de l'équipe et aux anciens partenaires, non pas en les justifiant, mais en reconnaissant les préjudices spécifiques et en élaborant des plans concrets pour y remédier. Certaines portes se sont ouvertes, d'autres sont restées fermées. Tout cela a été plus difficile que n'importe quel jour de déplacement de terre. Le coffre-fort lui-même est resté en possession de Parker, vide maintenant, mais d'une certaine manière plus présent que lorsqu'il était plein. Il l'a conservé dans son bureau non pas comme un trophée ou une torture, mais comme un rappel du poids des secrets, un rappel de la fragilité de la confiance. Un rappel que la personne la plus difficile à honnir est souvent soi-même, et que l'or enfoui dans l'obscurité, que ce soit dans le sol ou dans un coffre-fort fermé à clé, finit par coûter plus cher qu'il ne vaut. Parker Schnabel avait bâti un empire sur l'héritage de son grand-père et sur sa propre éthique de travail. La question de savoir s'il pouvait le reconstruire sur les bases plus solides de la transparence et de la responsabilité restait ouverte, une question à laquelle seule la prochaine saison commencerait à répondre. La découverte du coffre-fort de Parker Schnabel a révélé plus que de l'or caché, elle a exposé le coût dangereux des secrets dans une industrie fondée sur la confiance. Alors que Parker se bat pour reconstruire à la fois son entreprise et sa réputation, une question persiste. Un héritage peut-il survivre à la vérité? Qu'en pensez-vous? Parker protégeait-il son avenir ou le détruisait-il? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, appuyez sur le bouton abonnement et rejoignez-nous la prochaine fois pour approfondir les histoires inédites qui se cachent derrière l'or. La vérité, comme toujours, est plus lourde qu'on ne le pense.